Monsieur le Président, Monsieur le Recteur, Monsieur le Doyen de la Faculté de droit qui nous accueille aujourd'hui, un petit mot tout de même de présentation de notre invité d'aujourd'hui. Monsieur Jean-Claude Juncker, ou comme on dit à Liège, Juncker, il y a les deux, mais il n'en sera pas vexé parce qu'il est polyglotte. Bien sûr, il est luxembourgeois. Il est notre voisin et il a de grandes qualités que l'on reconnaît généralement aux Belges et d'ailleurs peut-être plus généralement aux citoyens de ce que les Européens appellent les petits pays dont nous sommes Belges et luxembourgeois. On a souvent dit qu'avec sa connaissance parfaite évidemment de l'allemand et du français, il parvenait à mettre les Européens d'accord et en plus il pouvait parler luxembourgeois ou Letzburgisch à ses collaborateurs de façon à ce que personne n'entende les petits mots qu'il voulait indiquer, par lesquels il voulait indiquer la direction des négociations, sans compter bien entendu d'autres langues. Alors Jean-Claude Juncker, bien sûr, c'est un homme politique, nous le savons, c'est 4 étapes dans sa carrière, 4 grandes étapes, et cela a commencé fort jeune, puisqu'il est ministre secrétaire d'État au Travail à 28 ans. Ça, c'est la première étape, c'est le ministère du Travail. Puis la deuxième étape, ce sera d'être ministre des Finances au Travail en 82, aux Finances en 1989, mais en gardant le travail. Et puis, après les Finances et le Travail, il gardera les Finances, mais il devient Premier ministre du Grand-Duché de Luxembourg, et cela en 1995 et jusque 2013, à en faire rêver beaucoup. 1995-2013, et pendant cette carrière de Premier ministre où il garde le ministère des Finances, il sera aussi président d'un organe peut-être un peu informel, mais ô combien important dans l'Union européenne, président de l'Eurogroupe. Et c'est en 2014 qu'il est candidat aux élections européennes, aux élections au Parlement européen, qui se dérouleront début de l'année prochaine. Et il est le Spitzenkandidat, c'est le candidat de pointe du PPE, qui sera le candidat du Parti populaire européen pour la présidence de la Commission européenne qu'il occupe aujourd'hui. Monsieur le Président, on vous a invité à Liège il y a longtemps. Vous aviez promis de venir, vous aviez même proposé des dates. Et vous aviez choisi, malheureusement, la date à laquelle on inaugurait le 200e anniversaire de l'université. Et donc, le trop nuit en tout. Il y avait trop de manifestations à Liège. On a dû, vous imaginez, dire au président de la Commission européenne « Non, pas ce jour-là ». Mais il est charmant. Et donc, il a dit « C'est pas grave, je vais proposer une autre date ». Et il nous a proposé ce 11 octobre. Et il est là à l'heure, et je vais même dire avant l'heure, puisqu'il est arrivé même plus tôt. Bravo, nous aimons la ponctualité, merci d'être chez nous pour votre conférence. Je dirais quand même un petit mot personnel, parce que Monsieur le Président, mais en fait, c'est Jean-Claude depuis longtemps, depuis très longtemps, et nous avons fait un bout de chemin ensemble dans la politique, et dès lors dans l'amitié et le voisinage, puisque j'ai vécu moi-même pendant de très longues années au Luxembourg, en revenant aussi à Verviers, bien entendu, et vous vivez à Bruxelles, et bien entendu en revenant à Luxembourg. Nous avons croisé nos chemins, nous avons eu des voies parallèles, à la fois sur le plan politique, et surtout, un grand point commun, c'est l'enthousiasme pour l'intégration européenne. C'est de cela que vous allez nous parler aujourd'hui. L'avenir est entre vos mains. Je le dis souvent à mes étudiants, c'est vous qui déciderez demain quelle Europe vous voulez. J'essaye de vous communiquer, et vous le ferez aussi, un enthousiasme pour ce qui reste, mais c'est une Américaine qui l'a dit. La plus grande aventure et la plus belle aventure du XXe siècle. C'est à vous, demain, de faire de l'intégration européenne la plus belle aventure du XXIe siècle. Il y a des problèmes, vous allez nous en parler. Il y a la migration, il y a la fiscalité, il y a le budget, il y a le Brexit. Mais le Brexit nous apprend une chose extraordinaire, c'est que
si l'Europe est difficile, si l'Europe entraîne des critiques, on constate aussi que l'Europe, elle est incontournable et que la quitter est très difficile et que de croire que de quitter l'Europe amène au paradis, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes se rendent compte que ce n'est pas vrai. Mais bien entendu, il faut y travailler. L'avenir est entre nos mains, il ne se fera pas tout seul. C'est ce que Jean-Claude Juncker va nous dire aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président, des Alic. C'est du wallon, hein, ça. Mais vous me le direz en luxembourgeois. Dans toutes les langues, des Alic. Ben voilà une petite leçon de wallon en plus. Ça pourrait servir aussi dans les conseils européens. Je vous passe la parole avant d'indiquer que dès après sa conférence, le président accepte de répondre à vos questions. Je guiderai le débat et surtout j'en indiquerai la fin parce que notre orateur de ce soir a encore des obligations chiliennes, si j'ai bien compris. C'est la rencontre avec une délégation chilienne et bien entendu, ce n'est pas à Liège, il faudra remonter sur Bruxelles. Merci d'être là, merci aussi d'être aussi nombreux. Les jeunes et les moins jeunes, vous avez la parole. Monsieur le recteur, qui n'est plus là, à ce qu'il paraît, il y a des événements en cours. Monsieur le doyen, cher Melchior, merci pour le nécrologue relatant les principales étapes de ma vie. Mesdames et messieurs, chers amis, enfin pour certains d'entre vous, chers amis, chers familles, dont je suis content de la voir ce soir parce que j'appartiens à ceux qui s'inscrivent dans le long cortège des admirateurs de Jean Rey. Je suis heureux d'être à Liège. Enfin, on me dit toujours qu'il faut toujours dire ça lorsqu'on est quelque part. En règle générale, ce n'est pas vrai. Mais ce soir, c'est vrai parce que Liège a très peu de secrets pour moi. Je suis un fils d'un ouvrier de la sidérurgie. La sidérurgie, l'acier, le charbon ont su établir entre le Luxembourg et Liège une histoire particulière. Moi, j'ai grandi dans le sud profond du Luxembourg, à l'ombre d'une aciérie, et à Liège, et chez moi, je constate et j'ai constaté à de très nombreuses reprises que la sidérurgie sculpte les biographies de ceux qui vivent à l'ombre des aciéries et des hauts fourneaux. Et donc, à Liège, je me sens comme chez moi, n'ignorant rien du martyre de la perte de vitesse de la sidérurgie liégeoise. Jeune ministre, d'ailleurs, j'ai participé à des négociations, à des négos, comme disent les Français aujourd'hui, entre les gouvernements belges et luxembourgeois sur Valfil et tout le reste. Et donc, je sais où je suis et je sais pourquoi je suis heureux d'être là. Jean Rey, dont je suis touché de voir sa famille en grand rassemblement ce soir, enfants et grands petits-enfants, fut un grand monsieur. Il avait le sens du travail bien fait. Il avait beaucoup de générosité. Et chez lui, générosité et rigueur formaient une intersection vertueuse. Il était un négociateur au pair, un négociateur averti, un président de la commission entre 67 et 69, 70. Il présidait d'ailleurs la première commission qui siégeait à Bruxelles, parce que la première commission siégeait à Luxembourg. Et il y a eu le traité de fusion de 66-67, et donc la commission émigrait vers Bruxelles. Je le regrette jusqu'à ce jour, parce que si elle n'avait pas fait ça, je serais président de la commission qui siège à Luxembourg. Enfin, maintenant, je passe mon temps à Bruxelles, mais je préfère Luxembourg pour le reste.
Jeanret était un grand président de la commission. Le temps m'imparti ne me permet pas de me promener à travers toutes les performances qui sont les siennes. C'était le dernier président de la commission à l'être, un honnête homme au sens français du XVIIe siècle, parce qu'il savait tout, alors que ses successeurs, y compris moi, mais j'essaie de le cacher, ne savent presque rien de ce qui est important dans la vie des Européens. Et puis, je suis content de retrouver mon Melchior, que je connais depuis des siècles. Et nous avons... oui, nous sommes marchés très souvent la main dans la main. Nous faisons partie de la même famille politique, mais aujourd'hui, ça ne veut presque plus rien dire. Mais dans notre cas, nous avons une certaine idée de la démocratie chrétienne, que les démocrates chrétiens d'aujourd'hui sont en train d'oublier, mais c'est la vie. Et nous avons fait des choses ensemble. Je me rappellerai toujours, je ne devrais pas dire ça parce que ça prend trop sur mon temps. J'ai pris un avion belge le 9 mai 1995 pour aller à Moscou, 50e anniversaire de la fin de la guerre. Et comme chaque fois que vous prenez un avion belge, vous n'êtes pas sûr de ne pas devoir vivre des expériences curieuses. Nous étions quelque part entre Luxembourg et Moscou, et voilà que le plafond de l'avion nous tombe sur la tête. C'était la première fois que j'avais pris un avion militaire belge. Par la suite, je l'ai souvent pris, mais à chaque fois, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Je suis au Sénégal, devant partir sur le Cap-Vert. Électronique ne fonctionne pas. Je suis au Sénégal, je dois repartir sur Bruxelles, le Luxembourg, pneu crevé. À chaque fois que je prends un avion belge, il y a un problème. Donc, prenez Brussels Airlines, ne prenez pas l'aviation militaire belge parce que ça rate toujours. Et donc, mais c'est beaucoup moins cher que les autres compagnies. Ce qui est un... Hein? Non, mais il y a un traité d'État entre le Royaume et le Grand-Duché qui permet au ministre luxembourgeois de voyager à 30% du prix. Le reste étant payé par les contribuables belges pour ne rien vous cacher. Melchior et moi, nous avons deux amours connus. L'Europe et le droit. Je devrais dire l'Europe et la règle de droit. Parce que l'Europe et la règle de droit vont ensemble. J'aime, disait Blaise Pascal, les choses qui vont ensemble. Et l'Europe et la règle de droit, le respect du droit, le respect de la décision judiciaire vont ensemble, devraient aller ensemble. Le respect de la règle de droit, le respect du juge, en dépit, comme c'est le cas de la Cour de justice européenne, en dépit de la mégalomanie prétorienne qui caractérise cette juridiction admirable, vertueuse, qui a beaucoup fait pour l'intégration européenne, là où les hommes politiques et les gouvernements n'osaient plus avancer, la Cour les a poussés pour avancer davantage. La règle de droit est à la base de l'Europe. Regardez ceux qui, en 1945, revenaient des champs de bataille et de camps de concentration dans leurs villages et villes détruites, et qui, de cette éternelle prière d'après-guerre, plus jamais la guerre, faisaient, construisaient, inventaient, poussaient un projet politique qui sort ses effets bénéfiques jusqu'à ce jour. Il y avait un traité, donc un corps de règles de droit qui prédestinait l'Europe à devenir ce qu'elle est devenue par la suite. Et donc, oui, j'aime le droit. Enfin, j'étais un très mauvais étudiant en droit, pour le reste, à Strasbourg, parce que j'ai suivi des cours de littérature allemande au lieu d'assister aux cours de droit. Je vous recommande ce réflexe. Mais je suis tombé amoureux du droit à partir du moment où je l'ai pratiqué. Pas au moment où je l'ai étudié, mais à partir du moment où je l'ai
pratiquée parce que le droit, en fait, protège les faibles. Et là, pour ordonnancer les grands et les petits ensemble. Donc, les vertus du droit sont incommensurablement impressionnantes. Je ne ferai pas une conférence sur l'Europe, vous en êtes aperçu, je ferai une causerie sur l'Europe. Lorsqu'on parle de l'Europe, il faut savoir de quoi nous parlons. Et très souvent, je constate, je note que les Européens connaissent mal leur continent, surestiment la force, la vigueur, l'influence du continent européen. Le continent européen, je parle du territoire de l'Union européenne, est très petit, alors que nous pensons que nous sommes toujours les maîtres du monde, et alors que le monde n'a aucunement besoin de maîtres, puisque le monde appartient à tous et non pas seulement à quelques-uns. L'Union européenne s'étend sur un territoire de 5 millions de kilomètres et demi, 5,5. Nous ne sommes pas grands. Nous sommes le continent le plus exigu. Tout le monde le sait, sauf les Européens. La Russie voisine s'étend sur un territoire de 17,5 millions de kilomètres. Est-ce que nous pensons vraiment, après tous les déboires, après tous les différends que nous avons eus avec la Russie, que la Russie, demain, non, hier soir, doit faire partie de l'architecture sécuritaire de l'Europe? Nous devons nous entendre avec les Russes. Le jour où nous étions là à Moscou, c'est un voyage qui m'a impressionné, tu vois, j'étais assis à côté de Berlusconi et défilaient les troupes soviétiques à l'époque. Des centaines de milliers de soldats vétérans, nouveaux venus, autres. Et puis Berlusconi m'a dit, écoute Jean-Claude, il vaut mieux s'entendre avec ces gens-là. C'était une des seules remarques vraiment intelligentes que Berlusconi m'a adressée. Donc, il faut savoir que l'Europe est petite. Il faut savoir que nous sommes de plus en plus moins nombreux. Au début du XXe siècle, 25% de la population mondiale était européenne. Nous sommes à 7-6% aujourd'hui, et à la fin du siècle, il y aura encore 4% d'Européens. 4% d'Européens sur une population mondiale de 10 milliards d'hommes et de femmes. Très petit. En géographie et en démographie, si nous ne faisons pas attention, nous ne compterons plus en politique. D'autant plus que notre poids économique va en se diminuant. Aujourd'hui, l'économie européenne fait à peu près 22-23% du PIB global. D'ici quelques années, ce sera 15, 16, 17%. Il n'y aura plus aucun État membre de l'Union européenne qui, d'ici 20 années, fera partie du groupe du G7, donc des États les plus industrialisés. Démographie, géographie, économie, nous sommes en fait sur une voie descendante. Est-ce que je le regrette? Non. Il ne faut pas être fort en économie, il ne faut pas être un monstre démographique, il ne faut pas être un hégémonaliste géographique pour compter dans le monde. Mais nous devons tirer à partir de ces constats objectifs et qui ne changeront pas une leçon. Le moment n'est pas venu pour rediviser l'Europe en catégories nationales. Le moment n'est pas venu pour retirer sous les pieds de l'Europe le ressort qui permet à l'Europe d'être plus grande aux yeux des autres qu'elle ne l'est. Nous avons connu en Europe, personne n'en parle aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, des grands moments. Nous avons réalisé de grandes performances. Regardez cette politique réfléchie, détaillée chaque jour, reprise chaque jour, qui a fait de l'Europe le continent de la paix. Pensez-vous vraiment que c'est évident? Ce n'est pas évident du tout. Il y a aujourd'hui 60 guerres sur la planète. Entre les 28 États membres actuels de l'Union européenne, il y a eu
au XIXe et au XXe siècle 173 guerres. Depuis la création de l'Union européenne, plus aucune. C'est à mes yeux une performance. Nous faisons d'ailleurs l'admiration du monde entier. Ne fût-ce que pour ça, parce que les autres nous disent « Vous avez réussi en Europe quelque chose qui fut inimaginable tellement vous avez martyrisé et ensanglanté au cours de l'histoire ce continent. Nous avons appris la leçon de l'histoire. » Et on me dit souvent que devant des jeunes, il ne faudrait pas parler du passé. Les jeunes ne s'intéressent pas à cette question guerre et paix, ce dilemme éternel qui déchire jusqu'à ce jour l'Europe. Mais non, mais les jeunes doivent savoir d'où nous venons. Nous venons d'un continent qui fut en guerre tout le temps et qui n'est plus en guerre depuis la fondation de l'Union européenne. Nous avons réalisé, nous, Européens, si petits, si exigus, si peu importants, quelque chose d'incroyable, puisque après les lourds changements qui se sont produits à l'est de l'Europe, nous avons pu, en élargissant l'Union européenne vers les pays de l'Europe centrale et de l'Europe orientale, réconcilier l'histoire et la géographie européenne sans avoir recours aux armes. C'est la première réunification, sauf celle de l'Allemagne, qui a pris le même chemin, où les armes n'ont pas parlé, mais les convictions. Nous avons établi sur le territoire de l'Union européenne le plus grand et large marché intérieur au monde, 500 millions de citoyens et de consommateurs. C'était déjà inscrit dans les traités des années 50, mais c'est le président de la Commission, Jacques Delors, qui a poussé, entraîné les gouvernements de l'Europe vers ce but ultime du marché intérieur, du grand marché. Nous avons réalisé une Europe sans frontières, dont certains esprits mesquins aujourd'hui nous disent qu'il faudrait mettre un terme à l'Europe sans frontières. Moi, je reste résolument opposé à la réintroduction des frontières en Europe. Oui, il faut mieux protéger les frontières extérieures, ce que nous sommes en train de faire, mais pouvoir circuler librement entre nos pays est tout de même une avancée européenne au sens de l'histoire et du charme de la vie qui est irremplaçable. Réintroduire des frontières entre l'Allemagne et le Luxembourg me rappelle de mauvais souvenirs. Non pas pour des raisons historiques, mais parce que ma mère faisait toujours des achats à Trèves, et nous, enfants, on devait cacher ses soutiens-gorge et tout ce qu'elle achetait à Trèves dans nos poches. Entre la Belgique et le Luxembourg, il n'y avait plus de frontières depuis longtemps, parce que les Belges et les Luxembourgeois et les Néerlandais, sous l'impulsion évidemment du Luxembourg, ont été très sages en lançant la première communauté européenne en 1944 par les 3 gouvernements en exil à Londres que jusqu'à ce jour nous appelons le Benelux, et qui fut une fabrique d'idées, de règles, de principes qui a largement inspiré le processus de l'intégration européenne par la suite. Nous avons, nous, Européens, créé la monnaie unique, l'euro, qui est devenu la deuxième monnaie de réserve internationale. J'ai négocié, comme président de la conférence intergouvernementale menant vers l'euro, la marche de l'Europe vers la monnaie unique, critères, tout le bazar. Jusqu'en 1996, le Grand-Duché était le seul pays qui répondait à tous les critères de l'adhésion à l'Union économique et monétaire. Évidemment, parce que j'étais aux finances, on respectait les règles de stabilité généralement quelconques, mais je me suis toujours dit, 95, 96, 94, si le Luxembourg est le seul pays respectant les critères, ouvrant la porte vers l'euro, peut-être ce n'est pas suffisant. Peut-être il faudra encore d'autres États. Et nous étions en association monétaire avec la Belgique,
le franc belge avait cours légal au Luxembourg. Ce qui a d'ailleurs fait que lorsque la Belgique dévaluait sa monnaie, la monnaie luxembourgeoise était dévaluée en parallèle sans que les Belges nous consultent. Vous êtes comme ça, les Belges. Hein? Aujourd'hui, les petits pays, comme le Luxembourg, sont copropriétaires de la monnaie, d'une des monnaies les plus importantes sur un plan international. Et nous devons apprendre ce que nous n'avons jamais vraiment appris, de gérer cette monnaie commune d'une façon collective et solidaire. Là, il reste du travail à faire. En fait, parlant de l'euro, je voulais dire devant vous que nous devons renforcer le rôle international de l'euro. Il n'est pas normal que sur les 300 milliards de dollars que nous importons en produits pétroliers, nous payons la facture en dollars, bien que seulement 2% de nos produits énergétiques nous viennent des États-Unis. Ce n'est pas normal. Il n'est pas normal que les compagnies aériennes européennes payent leur avion en dollars. Et donc, il faudra que d'ici quelques années, nous ayons réhabilité ou habilité sur le plan international le rôle international de l'euro qui nous permet de peser sur les événements. Si vous n'avez pas de monnaie, vous ne comptez pour rien. Mais si vous avez une monnaie qui est parmi les plus fortes et les plus influentes sur un plan international, vous êtes quelqu'un. Mais il ne faut pas se reposer sur les lauriers, sur les performances du passé, parce qu'il faut bien se rendre compte, il faut un minimum de lucidité, que l'Europe est imparfaite, qu'il reste des choses à faire. Elle est imparfaite, mais sa réputation souffre du fait que beaucoup de ceux qui parlent de l'Europe ne connaissent pas toutes les réalisations récentes de l'Europe. Nous avons créé, depuis 2014, 12 millions d'emplois en Europe, depuis la prise de fonction de ma commission, si vous me permettez cet emploi excessif du prénom possessif. Je ne dis pas que c'était la seule commission qui a fait en sorte que le marché de l'emploi s'élargisse et s'approfondisse. Mais si nous avions perdu 9 millions d'emplois, 12 millions d'emplois, la Commission et Juncker en seraient responsables. Ne doutez pas un seul moment que la Commission serait chargée de responsabilités pour cette contre-performance. Aujourd'hui, le nombre de ceux qui ont un emploi en Europe est le plus élevé qu'il ne fut jamais dans l'histoire. 239 millions d'Européens sont au travail, beaucoup plus en termes de taux d'emploi qu'aux États-Unis et dans des ensembles économiques comparables. Le chômage baisse. Le chômage général, en moyenne, est aujourd'hui inférieur à ce qu'il fut en 2007, avant la crise économique et financière. Même le chômage des jeunes est retombé à 14,8%, ce qui est un montant évidemment excessivement élevé, mais c'est le chiffre le plus bas depuis l'année 2000. Donc, nous savons faire des choses. L'investissement reprend en Europe. Lorsque je suis devenu président de la Commission en novembre 2014, l'investissement européen était en panne, ce qui a fait que nous avons dû lancer un plan d'investissement, appelé à l'époque le plan Juncker, qui aujourd'hui, qui jusqu'à ce jour, a su générer 344 milliards d'euros en investissement, dont 8,3 en Belgique, et en Belgique, 580 000 petites et moyennes entreprises tirent bénéfice du plan Juncker. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne parle plus du plan Juncker. À l'époque, lorsque nous avons lancé ce truc, on pensait que ce serait un échec intégral, et donc on voulait pré-identifier celui qui serait responsable de l'échec, et donc on dit, voilà, c'est le plan Juncker. Aujourd'hui, ça fonctionne, 344 milliards, maintenant, c'est le Fonds européen des investissements stratégiques, mais je voulais vous dire, c'est exactement le même mécanisme dont il s'agit. Nous allons faire, au cours des années à venir, je l'espère,
beaucoup de progrès en matière de musclement de l'Europe numérique. L'Europe numérique, l'Europe digitale, si nous faisons bien les choses, ajoute année après année, en termes de valeur ajoutée, 435 milliards à l'économie européenne. Donc ça vaut le coup de s'intéresser à l'Europe numérique. Nous sommes très actifs en matière de commerce extérieur. Les Européens, notamment les Belges, notamment les Wallons, n'aiment pas les accords commerciaux, CETA, et enfin, vous vous rappelez de ça. Enfin, moi, je me rappelle de ça. Chaque milliard supplémentaire que nous exportons vers les autres parties du monde conduit à la création automatique de 14 000 emplois en Europe. Le CETA, dont on a dit tellement de mal, dans cette ville, Kittazim, a permis à cette entreprise d'augmenter son chiffre d'affaires de 20 millions. D'ailleurs, il y a des relations entre cette entreprise et votre université. Les exportations de chocolat ont augmenté de 34% depuis la conclusion de l'accord commercial avec le Canada. L'entreprise Smet, belge, plus 20%. Le commerce extérieur, c'est du concret. Et nous veillons à ce que nous ne trahissions pas les principes fondamentaux de l'Europe, les valeurs européennes, droit du travail, droit de l'environnement, sécurité des produits, protection des consommateurs. Tout cela trouve entrée dans les accords commerciaux qui vont se multiplier parce que la planète entière se presse à mes portillons pour conclure un accord commercial avec l'Europe depuis que les Américains ont décidé de prendre congé par rapport aux rapports multilatéraux et par rapport aux principes directeurs de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, nous sommes en négociation avec le Canada, c'est fait. J'ai signé l'accord avec le Japon. La dernière semaine du mois de juillet, je suis allé en Chine, au Japon et à Washington, 60 000 kilomètres sur 7 jours pour conclure un accord avec le Japon et pour ramener à la raison le président américain sur les accords commerciaux entre les États-Unis et l'Europe. Parce que nous sommes une Europe ouverte, mais nous ne serons jamais une Europe offerte. Et donc, il faudra que nous investissions davantage d'imagination dans le parachèvement de nos relations commerciales internationales. La même remarque s'applique d'ailleurs au très nécessaire approfondissement de l'union économique et monétaire, marché des capitaux, union bancaire, garantie de dépôt au niveau de l'Europe. Tout cela devra être fait au cours des années à venir, tout comme le nécessaire ameublement de la dimension sociale de l'Europe appelle menuisiers et artisans pour compléter l'œuvre qui est en cours. Nous avons lancé il y a une année exactement, en novembre 2017, le socle européen des droits sociaux. Nous avons réformé la directive sur le détachement des travailleurs, sujet important pour la Belgique et pour la Wallonie, puisque nous avons dans nos régions beaucoup de travailleurs détachés. J'ai toujours pensé, et nous allons traduire ce principe en texte législatif, que pour un même travail, au même endroit, il faut un même salaire pour mettre un terme à ce dumping social qui ronge nos sociétés et qui punit ceux qui se croient être victimes de la mondialisation, donc les travailleurs qui n'ont aucun moyen, si la règle de droit ne fixe pas les instruments qu'il faudra que nous actionnions, qui n'ont aucun moyen de se protéger contre cette nouvelle forme d'injustice. Plus de solidarité, oui, en matière de politique migratoire, elle s'impose de toute évidence. Ah oui, enfin, je suis loin du compte. Il faudra
qu'en matière de politique migratoire, une solidarité minimale s'impose. Il n'est pas sain, ni justifié, ni correct que les pays que la géographie a placés là où la géographie les a placés, je veux parler de la Grèce et de l'Italie, soient seuls à porter le fardeau de l'accueil des migrants. Et donc il faudra que nous soyons à leur côté. Ce que nous avons fait, contrairement à ce que pense le nouveau gouvernement italien, puisque nous avons dédié sur 2 années presque 900 millions d'appui financier à l'Italie pour financer, puisque c'était nécessaire, l'accueil des réfugiés sur le territoire italien. Nous avons conclu avec la Turquie un accord qui porte sur le maintien sur le territoire turc des réfugiés syriens, la Turquie, qui fait beaucoup, puisqu'elle abrite 3,5 millions de réfugiés syriens sur son territoire. Nous, les Européens, nous nous plaignons de cette invasion islamique, comme disent certains gouvernements en Europe centrale. La République tchèque a pris sur son territoire 28 réfugiés, donc nous sommes loin de l'invasion, et certains États membres refusent d'accueillir sur le territoire les réfugiés qui viennent en Grèce et en Italie et ailleurs. Mais cet accord avec la Turquie nous a permis de réduire le nombre de réfugiés venant de Turquie sur les îles grecques de 97%, et ceux qui traversent la Méditerranée, côté africain, le nombre a baissé de 77%. En fait, il n'y a plus de crise migratoire au vrai sens du terme. Et d'ailleurs, en nous comparant aux autres, nous n'avons pas à nous plaindre. La population du Liban et la population de la Jordanie, j'en ai récemment parlé au roi de la Jordanie, comptent 25% de réfugiés. Pays pauvres, la Jordanie et le Liban. Liban, pays martyrisé, tiré dans tous les sens, sous la coupe de la Syrie et d'autres forces politiques de la région, font beaucoup plus que l'Europe, et nous devons faire notre minimum, parce que je voudrais que l'Europe ne devienne pas une forteresse. L'Europe doit rester un espace ouvert pour ceux qui doivent fuir pour des raisons religieuses, philosophiques ou de race. C'est la vocation de l'Europe même qui est en cause, et donc il faudra que nous ne baissions pas les bras devant tous les populistes et les nationalistes qui, déjà dans l'histoire de l'Europe, nous ont fait tellement de mal. Il faut lutter, il faut se lever contre le populisme borné et contre le nationalisme stupide. Il ne faut pas confondre le patriotisme et le nationalisme. Le patriotisme, moi je suis un patriote, il n'est pas dirigé contre les autres. Mais le nationalisme est nombriliste, se concentre sur sa propre personne nationale et n'aime pas les autres. Il faut aussi aimer ceux qui viennent de plus loin, et il faut aimer ceux qui sont nos voisins, comme les Luxembourgeois le font d'ailleurs au quotidien avec les Belges, et vice-versa. Je voudrais que nous prenions au sérieux les menaces qui nous guettent. Nous ne pouvons plus faire confiance aux autres. La sécurité et la défense doivent s'européaniser au bon sens du terme, parce qu'il n'est pas exclu que demain, ils le font déjà. Les Américains, puisqu'ils n'aiment pas les approches multilatérales, nous abandonnent. Et donc, nous allons, sur la prochaine période financière, augmenter très considérablement les crédits dédiés à la défense. Synchronisation et harmonisation limitée de tous les efforts de défense, parce qu'une telle démarche est nécessaire. Il y a en Europe 177 types d'armes. Aux États-Unis, 30. Il y a en Europe 17 types de chars. Aux États-Unis, 2. Et donc, faisons en sorte que les marchés publics, notamment d'approvisionnement militaire, soient davantage concentrés dans le sens du bon sens, si j'ose dire, au lieu
d'assister à ce triste spectacle qui consiste à voir que 80% des marchés militaires sont exclusivement nationaux, les États membres de l'Union européenne ne travaillant pas entre eux. Si nous faisions tout cela, nous pourrions épargner sur une année entre 50 et 100 milliards d'euros en termes de dépenses budgétaires si nous faisions ce que le bon sens, qui malheureusement est réparti d'une façon inégale en Europe, nous commande de faire. Tout comme je voudrais, Monsieur le Premier Avocat général, que le parquet européen, au lieu de s'occuper exclusivement des litiges financiers qui peuvent exister entre l'Europe et les États membres, s'occupe aussi du terrorisme. Il n'est tout pas normal que nous avons mis en place un parquet européen qui s'occupe de finances, mais que ce parquet européen ne peut pas poursuivre les terroristes qui, par essence, choisissent comme terrain d'action non pas un seul pays, mais l'Europe tout entière. Dois-je dire à Liège, après tout ce que vous avez vécu il y a quelques mois avec les 2 policiers et la malheureuse femme qui est décédée, que la lutte contre le terrorisme est une ardente obligation de l'Europe. On ne peut pas laisser aux seuls États membres le soin de s'occuper de la lutte contre le terrorisme. Je voulais dire un mot du budget, puisque nous avons proposé un nouveau budget pour les années 21 à 27, je ne dirais pas qu'il n'est rien, mais qui n'est pas important au point qu'il me permettrait, je vais parler de son niveau, de comprendre les débats à son niveau qui agitent les États membres. Nous portons le budget européen à 1,1%. Nous devons intégrer dans le budget et donc dans les perspectives financières toutes les nouvelles priorités de l'Europe, tout en gardant en vie, puisqu'elles restent importantes, les politiques qui furent, la politique agricole commune, la politique de cohésion. Tout cela doit rester en place, mais doit être réduit, corrigé légèrement vers le bas pour trouver l'espace budgétaire qu'il nous faut pour pouvoir financer les nouvelles politiques défense, Europe numérique, Afrique, sujet important, le programme Erasmus+, que nous voulons porter à 33 milliards. C'est un programme à succès. Jusqu'à ce jour, 9 millions de jeunes Européens, dont certains sont ici, ont participé au programme Erasmus. 9 millions de jeunes. Résultat immédiat, 1 million de bébés. Résultat du programme Erasmus+, c'est la meilleure contribution que jusqu'à ce jour la Commission a pu faire pour ce qui est de l'organisation de la libido continentale, mais cela nous a réussi, il faut poursuivre. Je voudrais dire un mot de l'Afrique. J'ai fait un discours sur l'état de l'Union européenne il y a un mois, en insistant beaucoup sur la nécessité qu'il y a de repenser nos relations avec l'Afrique. L'Afrique mérite mieux que la charité. Mais l'Afrique est en droit d'attendre des Européens de construire entre les 2 côtés de la Méditerranée un lien qui se caractérisait par un partenariat égal. Nous avons lancé, Commission, un plan d'investissement extérieur qui concerne surtout l'Afrique et qui porte sur 44 milliards pour emmener les entreprises européennes à investir sur place en Afrique pour créer de l'emploi. 24 milliards sont pour le reste engagés dans cette direction. Nous voulons créer 10 millions d'emplois nouveaux en Afrique. Il faut savoir que le continent africain, qui est notre continent cousin, aujourd'hui compte 1,250 milliards d'habitants. En 2050, 5 milliards. Un être humain sur 4, dorénavant, sera africain. Donc nous avons de bonnes raisons africaines et donc de fraternité de nous occuper plus de l'Afrique sans donner de stupides et superflues leçons aux pays africains, et nous devons organiser un véritable partenariat d'égal à égal entre l'Europe et l'Afrique. Si nous voulons compter
Dans le monde tel qu'il sera, nous devons revisiter nos mécanismes de décision en matière de politique étrangère. Nous sommes prisonniers du principe de l'unanimité lorsqu'il s'agit d'organiser nos relations avec le reste du monde. Nous sommes muets, souvent aux Nations Unies, parce que nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord. L'Europe reste sans voix parce qu'il y a toujours une voix européenne qui dit le contraire de ce qu'elle devrait dire. Nous étions incapables de condamner la violation des droits de l'homme en Chine parce qu'un gouvernement était en train de réparer, de relancer ses activités portuaires grâce à des aides chinoises. Nous étions incapables de nous prononcer à 28 sur les sanctions contre le Venezuela parce qu'il y avait des pays qui avaient des relations particulières avec le Venezuela. Il faut éviter, en allemand on dit diese Verzwergung. Il y a les géants, il y a les nains. Et l'Europe ne doit pas se nainiser, mais devenir grande, parce que telle est l'attente de la communauté internationale tout entière. Voilà, tout cela ne se verra pas d'ici demain matin 9h30. Il nous faudra beaucoup de temps pour convaincre, pour amener les uns et les autres, mais telle est la règle européenne. Il faut beaucoup de patience et beaucoup de détermination. Cette patience et cette détermination dont ont besoin les grandes ambitions et les longs trajets. Merci. Vous pouvez donner un micro à Monsieur le Président. Merci bien. Merci, Monsieur le Président. Vous nous avez dressé un tableau du passé. Vous nous avez esquissé l'avenir. Vous nous avez dit, au fond, que nous ne devons pas nous sous-estimer, premier point. Et deuxièmement, que nous avons du boulot pour demain, deuxième point. Je prends une petite phrase que les personnes plus âgées, dont je commence à faire partie, doivent se dire. Quand je me regarde, je me désole. C'est un peu les Européens. Mais franchement, quand je me compare, je me console. Finalement, on doit aussi regarder le reste du monde pour avoir une bonne image de l'Europe. Et en sachant, comme vous l'avez dit, que la solution ne sera jamais dans le nationalisme. Et de ne pas croire qu'on pourra faire les choses tout seul. Je dois quand même vous raconter une phrase que M. Juncker a dite et qui m'a fait beaucoup rire. Il recevait comme Premier ministre du Luxembourg, il recevait le président chinois. Et avec le sourire, il a dit « Chers collègues, un État est un État. Chers collègues, nos deux pays, juridiquement, tout à fait corrects. Et un homme politique ne ment pas. Et donc, il a dit « À nous deux, nous comptons 1,5 milliard d'habitants. » C'est bien pour dire que, aux Nations Unies, il y a la réalité juridique et puis il y a la réalité des forces des différents continents. Et vous avez bien fait de nous rappeler qu'on était petits. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une carte faite par les Chinois, une carte du monde, où la Chine s'est mise, comme nous on a toujours fait sur nos maps monde, on se met au milieu, mais les Chinois se sont mis au milieu. Vous regardez l'Europe, on a l'air petit, hein, on est petit. Alors merci de nous avoir donné un certain nombre de pistes pour l'avenir et de nous dire aussi que pour le passé, on doit aussi se regarder de manière positive. Alors on a quelques minutes, je ne vais pas en prendre trop, on a quelques minutes pour que vous puissiez poser des questions au président qui se lance. La première question, c'est la plus difficile, donc on passe à la seconde. Tu veux venir ici? Oui. Attends, je vais prendre celui-là. Oui. Qui?
Un Oui. ancien étudiant va poser la deuxième question. Un ancien étudiant. Monsieur le Président, merci pour la conférence. Les tensions au sein de l'Europe sont évidentes, freinent l'intégration européenne. Alors ne pensez-vous pas que finalement certains pays se sont peut-être trompés sur ce qu'était l'Union européenne? Et pour éviter l'implosion, l'idée de deux Europes au sein d'une grande Europe ne devrait-elle pas être privilégiée, c'est-à-dire finalement revenir à une communauté économique à 28 ou plus, pour ceux qui veulent uniquement d'un marché commun avec les 4 libertés de circulation, et à l'intérieur de cette grande communauté, une Union européenne qui serait une véritable union, sans discussion sur la progression de l'intégration. Je ne suis pas un fervent adepte de l'Europe à deux vitesses, parce que si on prend ce principe pour l'ériger en principe directeur, on perd en force d'entraînement pour ceux qui avancent à pas de sénateur et d'une façon trop peu agile. Ceci dit, l'Europe à deux vitesses existe. Il y a 19 États membres qui partagent l'euro. Nous étions 11 au début, 19 maintenant. Les accords de Schengen, au début, étaient conclus entre 4 ou 5 États. Ils ont trouvé leur entrée dans le traité européen. Le procureur européen dont je vous parlais n'a pas été adopté à l'unanimité, mais sous le sigle de ce mécanisme particulier que renferme le traité de la coopération renforcée. Donc il y a toujours cette idée que si tous ne peuvent pas au même rythme avancer dans la même direction, que certains autres le fassent pour entraîner le succès un jour venu, les autres à les suivre. Enfin, j'aurais envie de vous décrire l'Europe telle que je la vois d'ici 20 années avec des constructions, l'une solide, les autres plus souples, entourant le cœur de l'Europe. Mais comme je devrais vous donner des exemples et comme il y a une caméra qui me filme, je me tais. Deuxième question, troisième plutôt. Oui, là-bas. Vous vous présentez, si vous voulez bien. Bonjour, je m'appelle Pablo Mano, je suis étudiant en 3e bac en sciences politiques. Bonsoir Monsieur le Président, Bonsoir. Merci pour la conférence. C'était pas une conférence, c'était une causerie. Allez, causerie. J'ai écouté attentivement ce que vous avez dit et il me semble que vous n'avez pas beaucoup parlé d'écologie. J'aimerais savoir ce qu'est selon vous l'avenir de l'Europe à ce sujet. Merci. Je ne pouvais pas parler de tout parce que je dois partir d'ici 15 minutes. Je suis arrivé en avance et je dois partir en avance parce que j'ai le président chilien. Il reste 13 minutes. Voilà. Il ne fallait pas le dire parce que comme ça, il y aura trop de questions. Mais l'écologie, la dimension écologique de la construction européenne m'importe beaucoup. J'étais parmi ceux qui ont tout fait pour réussir les accords de Paris sur le changement climatique. J'ai eu des débats mâles et virils avec le président Trump lorsqu'il nous a dit qu'il allait quitter les accords de Paris parce que je crois que c'est une décision ahistorique. Les décisions qui ont été prises par le récent Conseil des ministres de l'Environnement qui ont porté à 40% le niveau de réduction du CO2 pointe dans la bonne direction. Il est vrai que certains gouvernements, certains hommes politiques hésitent beaucoup avant de prendre des décisions en matière de protection de l'environnement, mais nous avons pour obligation maintenant de faire en sorte que la Terre reste habitable. Et nous devons être solidaires avec ceux qui risquent de plus souffrir du changement climatique que nous-mêmes. Certains pays et îles africains qui risquent d'être submergés par les eaux poussées par le changement climatique, certains pays asiatiques étant dans la même situation. Nous sommes parmi les plus grands pollueurs sur la planète et nous devons nous comporter en conséquence. Oui, là-bas. Voilà. Bonjour, je m'appelle Cyril, je suis un étudiant en 2e HEC.
Et je vous ai entendu parler de la prédominance du dollar dans le commerce international. Et je me demandais ce que comptait faire l'Union européenne vis-à-vis de l'Iran et du fait que les États-Unis ont pris une décision unilatérale de pénaliser les entreprises européennes qui feraient du commerce avec l'Iran. Le fait que les États-Unis puissent co-sanctionner les entreprises européennes en sanctionnant l'Iran est dû au fait que l'euro ne joue pas le rôle international qu'il devrait jouer. Nous avons actionné ce que nous appelons le blocking status, on appelle ça comme ça, blocking status, pour prémunir les entreprises européennes contre les retombées des sanctions américaines pour ce qui est de l'Iran. Mais si l'euro avait la même valeur commerciale et marchande que le dollar, les sanctions américaines contre l'Iran ne nous toucheraient pas parce que les entreprises européennes commercent avec l'Iran en dollars, ce qui n'est pas une preuve absolue de souveraineté européenne. Comment peut-on, peut-être pour compléter la question, qu'est-ce que l'on pourrait décider au niveau européen pour accroître la puissance de l'euro? Mais il faudra que nous mettions au travail. Il faut d'abord parfaire l'union économique et monétaire. Il faut une union bancaire qui fonctionne. Il faut une union des marchés et des capitaux qui apporte en termes de liquidité plus de moyens à l'Europe. Si nous sommes forts sur un plan interne, nous pourrons prétendre à un rôle international accru. Monsieur n'est pas content. Oui, mais je dois faire de la justice distributive. Voilà. Une autre question ici. Bonsoir, étudiant en Master 1 Communication multilingue. J'aimerais bien revenir sur l'accord conclu par la Turquie. Ton prénom. Donc, avant, ils disaient leur nom et leur prénom. Puis ils n'ont plus dit que le prénom. Et puis il a dit étudiant. Alors, je m'appelle Ismaël, je suis étudiant, voilà, je suis étudiant en communication multilingue Master 1. Donc, j'aimerais bien revenir sur l'accord conclu avec la Turquie. Donc, pensez-vous pas, Monsieur le Président, que ça serait en fait plus efficace d'aller conclure un accord avec en fait la Syrie ou bien pour mettre fin aux hostilités en Syrie au lieu de conclure un accord avec la Turquie et donner en fait un outil aux Turcs pour faire chanter l'Europe dans l'avenir? Enfin, moi je suis très porté vers la musique et les belles mélodies, mais les Turcs n'arrivent pas à me faire chanter. Parce que la Turquie, sur ce point-là, a besoin de nous comme nous avons besoin de la Turquie. Nous finançons 6 milliards en termes d'appui financier à la politique d'accueil des réfugiés en Turquie, que la Turquie ne peut pas financer par elle-même. Oui, vous avez raison, il faudrait que nous arrivions à mettre un terme à la guerre en Syrie, mais nous n'arrivons pas à le faire. Et nous ne pouvons pas conclure un accord avec la Syrie, parce que la Syrie est un État en décomposition, de toute façon un État qui ne fonctionne pas normalement, tout comme la Libye d'ailleurs. Raison pour laquelle nous essayons avec nos amis africains d'organiser des politiques migratoires communes, d'organiser les retours de ceux qui pourraient être réfugiés économiques, n'ont pas leur place humanitaire en Europe. Et la Syrie reste une énorme tragédie. Et les grands de ce monde n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les moyens pour mettre un terme à ce massacre quotidien qui frappe les Syriens. Ce qui prouve à l'évidence qu'il ne suffit pas d'être un grand pays et un grand État pour pouvoir imposer sa volonté aux autres grands et à ceux qui sont la victime de tant de conflits douloureux. D'ailleurs, en Europe, les grands États, ça n'existe plus. Il y a les petits États qui savent qu'ils sont petits, il y a les grands États qui ne savent pas encore qu'ils sont petits. Je disais l'autre jour à Mme Theresa May, il y a 2 grands pays en Europe, la Grande-Bretagne et le Grand-Duché. Reste un seul d'ici une année. Voilà. Relevez le bras, s'il vous plaît. Oui. Il y a un micro qui peut aller vers le... J'ai le micro ici, en fait. Comment? J'ai le micro ici, en fait, pour poser une question, mais je ne sais pas si... Où êtes-vous? Voilà. Je m'appelle Marie Bedel, je suis étudiante en 2e master en droit.
Et, Monsieur le Président, je vous ai entendu aujourd'hui parler d'européanisation de la défense, de synchronisation des efforts de défense. Et je me demandais ce que vous pensiez d'une thèse qui est un peu celle du professeur Pierre Defresne, qui pense que la seule façon pour l'Europe de s'en sortir, c'est de passer à une Europe 2.0, une eurozone continentale qui correspondrait à une union monétaire d'une part, mais en même temps à une défense commune permettant aussi d'avoir une cohérence, d'avoir une politique budgétaire et une politique monétaire. Et il considère que c'est le seul moyen et la première chose à faire pour s'en sortir au niveau de l'Union européenne. Oui, je lis avec attention tous les articles du professeur Defresne, qui était directeur général à la Commission, et donc il a loupé le moment pour faire ce qu'aujourd'hui il nous demande de faire. Mais il a raison sur son analyse. Je crois que l'Europe de la défense est un grand sujet de demain. La Commission a fait des propositions. C'est la première fois qu'une Commission ose proposer des initiatives en matière de défense, parce qu'en fait, la Commission n'est pas compétente pour les politiques de défense. Nous sommes appuyés, puisqu'elle est vice-présidente de la Commission, par la haute représentante, et le Parlement européen suit allègrement nos propositions, tout comme certains pays, parmi lesquels la France et la Belgique. Mais je crois que cette idée de construire tout autour de la zone euro a certainement des mérites, mais tous les États membres de l'Union européenne ont vocation à adopter la monnaie unique, sauf les Britanniques et les Danois, le jour où cela aura été fait, et cela sera fait dans les 5-6 années à devenir. Qu'est-ce que vous ferez alors de votre noyau central que vous auriez érigé, puisque ce noyau correspondrait à l'Europe il faut dire, des 27. Dernière question, avant de libérer le président vers le Chili. Bonjour, Oui, Monsieur le Président. Yvan Smirnov, de la Chambre belge comptable expert comptable. Merci pour votre exposé et cette petite causerie. Je me posais une petite question. J'ai personnellement plus peur d'imploser que d'exploser. J'ai le sentiment que le gros danger vient plutôt de l'interne que de l'extérieur. Et je voudrais savoir, selon vous, comment il est possible de combattre cette difficulté interne, cette montée de l'extrême droite dans l'ensemble des pays de l'Europe. J'ai une petite réponse à votre petite question. Je ne sais pas. Parce que depuis que je suis là, mais enfin, moi, ce n'est pas le début de l'histoire, je combats ces réflexes nationalistes tournés vers l'intérieur, rejetant ceux qui viennent de plus loin. Il y a, je n'ose pas dire, une différence de civilisation entre les pays de l'Europe centrale et les vieilles démocraties de l'Europe occidentale, mais il y a des approches différentes. Ces pays, pour de parfois bonnes raisons, sont allergiques aux décisions qui sont prises ou qui seraient prises au centre, parce qu'ils étaient sous commando soviétique, et donc ils ont tendance à comparer ce que fait l'Union européenne, la Commission, le Conseil des ministres, à ce que fit l'Union soviétique, avec cette différence notable qu'il faut parfois rappeler qu'en Europe et qu'en Union européenne, ils sont assis autour de la table où se prennent les décisions et où sont conduits les débats, alors que sous l'empire des régimes soviétiques, de l'économie administrée, de la souveraineté militaire exclusive de l'Union soviétique, puisque les autres armées devaient servir les intérêts de l'armée soviétique, ils n'avaient pas voix au chapitre. Donc, petite réponse à une grande question. Je dois partir. Énorme combat pour les décennies à venir. Mais donc, il faut parler de l'Europe. Les jeunes et les moins jeunes, plus on en parle, plus on pourra combattre le populisme. Bien, je vous remercie toutes et tous d'être venus si nombreux. Je remercie évidemment le président Juncker et merci de l'applaudir.